Encore une fois, bien sûr, de l'actualité politique africaine. Euh, cette fois-ci, pas forcément du Togo, même si les cas d'un pays à un autre sont extrêmement similaires. Aujourd'hui, mon attention se porte beaucoup plus sur le Cameroun. Le Cameroun qui est également un peuple frère du Togo dans beaucoup de sens. Il faut dire que le Cameroun et le Togo sont reliés par l'histoire d'une façon très particulière parce que nos deux nations ont été colonisées par les Allemands et ensuite elles ont été confiées aux Anglais et aux Français simultanément. Il s'est fait que la partie colonisée par les Anglais a rejoint le Ghana en 57, mais il faut dire que il y a beaucoup de similarités entre le Togo et le Cameroun de par notre histoire, de par la particularité de notre colonisation et de par ce que nos nations ont vécu au fil des années. Le Cameroun, depuis quelques jours, est en l'attente de l'annonce du vainqueur des élections. Mais nous savons tous qu'au Cameroun comme au Togo, notre pays est dirigé par un régime despotique qui a été publicité par les colons depuis les années 60. Quand au Togo, la France a réussi à assassiner Sylvanus Olympio et a mis à la tête du pouvoir des laquais, au Cameroun, ils ont mis au pouvoir dès le début des indépendances des vallées. Tout d'abord, les indépendantistes qui ont lutté pour la véritable libération du Cameroun, à savoir Niobe et Ernest Wandje et autres, ils ont été assassinés de façon très cruelle. Le Cameroun a payé un prix très fort pour son indépendance. Il y a plus de 290 000 Camerounais qui ont été tués dans la guerre pour les indépendances de 1958 à 1961 et la France était derrière cela. Ensuite, ils ont mis au pouvoir Ahidjo comme président et celui-ci a été écarté quelques années après pour être remplacé par son premier ministre Paul Biya. Grosso modo, depuis que le Cameroun existe, malheureusement, ce pays n'a jamais eu, comme le Togo, l'opportunité n'a jamais été offerte à son peuple de choisir lui-même ses dirigeants. C'est toujours des dirigeants qui ont été choisis et imposés au Cameroun. Ahidjo et ensuite Biya, tous faisant partie de l'administration française et tous se sont assurés de fournir à la France tout ce dont elle avait besoin au Cameroun. La majorité des plantations appartiennent aux Français. Le secteur de transport, aussi bien portuaire que ferroviaire, appartiennent aux Français. Le secteur de l'électricité appartient également aux Français. Il faut dire que le Cameroun, du moins en cette Afrique dite francophone, est l'une des plus grandes mines d'or de la France. C'est un pays qui est tellement naturellement béni de par sa géographie. Or, les ressources naturelles, c'est un pays qui a les terres les plus fertiles de ce continent, qui, dans les conditions normales, n'aurait absolument besoin de l'aide de personne pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de ses populations. Mais malheureusement, ce pays, depuis des années, est dirigé par un dirigeant incompétent, nul, égoïste et cynique qu'est Paul Biya. Bon, ce qui m'outrage le plus dans la situation du Cameroun, c'est la manière dont certaines personnes s'amusent toujours à blanchir ces dirigeants pacotilles à chaque fois que les populations en ont marre de la souffrance de leur peuple. Automatiquement, ces gens-là viennent et jouent la carte du nationalisme. Ce Paul Biya qui, pendant des décennies, a dirigé le Cameroun et a pillé les richesses de son pays pour se garnir ses comptes à l'étranger, qui a acheté des maisons de luxe un peu partout aux États-Unis, en France, en Suisse, en Belgique, mais qui, depuis plusieurs années maintenant, réside presque permanemment en Suisse et ne vit même plus dans son pays. Un président qui est incapable d'organiser un conseil de ministres en une année
et à qui il a fallu 3 ans pour organiser un conseil de ministres, avec un pays totalement à l'abandon, divisé par la guerre, que des gens comme ça soient aujourd'hui qualifiés de nationalistes, tout simplement parce que les Camerounais en ont marre, c'est tout simplement insulter l'essence du panafricanisme, c'est insulter l'essence du nationalisme et insulter l'intelligence de la génération africaine que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire nous les Africains qui avons moins de 30 ans et de 35 ans, qui constituons 65% de la population de ce pays. Il y a cette génération-là qui a toujours essayé de manipuler la jeunesse africaine, à lui faire accepter le diktat et l'abus des dirigeants corrompus tels que Paul Biya. C'est tout simplement inadmissible et aberrant qu'on nous dise que Paul Biya est un nationaliste. Et ceux qui avancent des arguments de ce genre le font d'une façon extrêmement cynique et cruelle. Pourquoi? Parce que d'abord, les fondements de leur argumentation, c'est une insulte à notre intelligence. Parce que pour eux, c'est parce que Paul Biya, d'un seul coup, commence par octroyer des marchés à la Chine, commence par se détacher de la France pour s'attacher à la Chine, que la France ne veut plus de Paul Biya. Tout d'abord, nous dire que la France ne veut plus de Paul Biya, c'est se foutre de la gueule des Africains, parce que aujourd'hui la France et les États-Unis soutiennent toujours Paul Biya, surtout dans cette fausse lutte contre Boko Haram qu'ils disent mener au Tchad, au Nigeria et au Cameroun. Donc que ce soit Paul Biya ou Déby, ils bénéficient extrêmement de l'appui militaire de la France pour continuer leur soi-disant guerre contre le Boko Haram, dont ils se servent également de cet appui militaire-là pour mater la rébellion dans le côté anglophone du Cameroun. Donc, la France et Paul Biya sont toujours des partenaires. Ils l'ont toujours été, le seront toujours. Ça, c'est un. Secondo, quand on observe le phénomène chinois sur le continent africain, ce n'est pas Paul Biya qui se rattache à la Chine. C'est pas un choix de Paul Biya, c'est la Chine plutôt qui a développé une politique de conquête de l'Afrique et qui ne se lasse pas d'avancer dans ce sens. Tous les pays africains aujourd'hui, sans exception aucune, bon, à l'exception, pardon, de les Swatini, c'est-à-dire l'ancienne Swaziland, qui eux sont plutôt ralliés au Taïwan, tous les autres pays africains ont des contrats juteux avec la Chine. Parce que la Chine a un excès de ressources financières aujourd'hui et elle a besoin de ressources minières. Elle sait et comprend que les puissances européennes ont leur main mise sur les pays africains et essayent d'aider les pays africains dans la construction des infrastructures en leur octroyant des prêts avec des conditions qui sont tout simplement meilleures que les conditions que les Occidentaux nous offraient. Mais n'allez pas là nous donner l'impression que le rattachement de certains dirigeants africains corrompus à la Chine est un choix idéologique. Absolument pas. Nous sommes dirigés par des mercenaires et non des nationalistes. Ce n'est pas parce que Paul Biya aujourd'hui offre plus de marché à la Chine qu'il en offre à la France qu'automatiquement il serait nationaliste ou aurait compris le jeu du néocolonialisme. Absolument pas. Nous avons des dirigeants qui ont une seule nécessité, c'est de piller les richesses du peuple et quiconque peut les aider à le faire, il leur ouvre les portes. Alors si demain c'est le Japon qui vient, Paul Biya ira avec le Japon. Si demain c'est le Brésil qui vient, Paul Biya ira avec le Brésil. Si après demain c'est l'Inde qui vient, Paul Biya ira avec l'Inde. Il n'en a rien à cirer du reste parce que ce ne sont pas des gens qui ont pris le pouvoir sur des bases idéologiques. Ce sont des mercenaires, ce sont des laquais, ce sont des criminels que la France a plébiscité et a mis à la tête de nos pays. Alors si aujourd'hui, ils n'arrivent plus à obtenir les ressources, le paiement de leurs travaux donnés à la France, comme c'était le cas par le passé à cause de la compétition, ce n'est pas une conséquence directe. Ce n'est pas une conséquence directe de, comment le dirais-je, d'un éveil de conscience de leur part ou bien d'un regain de nationalisme ou un amour subitement développé vis-à-vis de leur pays ou du continent africain. C'est tout simplement parce que les choses sont dures également pour leur maître. Et le maître européen, c'est-à-dire les Français, ne payent plus bien. Eux aussi, ils sont surendettés. Eux aussi, ils n'ont pas de ressources. Leur économie est en train de se rabaisser. Et par conséquent, ils ont besoin
de trouver d'autres personnes pour leur fournir des ressources. Les prêts ne tombent plus de la France et du FMI comme par le passé parce qu'ils n'ont pas de moyens pour le leur en donner. Ils ont déjà exhausté toutes les possibilités de s'enrichir de ce côté. Nous sommes dans un pays où quand on décide de construire des infrastructures, supposons qu'on dit qu'une route va coûter 100 millions de dollars, nos gouvernements corrompus réussissent à surfacturer cela. La route aura coûté 100 millions de dollars, mais sur papier, elle coûtera aux contribuables 300 millions, 500 millions, voire 1 milliard. Et c'est nous et nos descendants qui vont payer. Et ces gens-là, ils donnent comme garantie nos ressources naturelles et nos terres, dont la Chine viendra s'accaparer un jour parce que nous serons incapables de les payer. Tous les besoins en infrastructure que nous avons ne sont pas automatiquement serviables à court terme pour le peuple africain. Quand je donne l'exemple de la Sierra Leone, dont le président a tout récemment décidé d'annuler le contrat de construction d'un nouvel aéroport qui avait été signé par le gouvernement précédent, c'est une décision qui a un sens. Dans un pays comme la Sierra Leone, moins d'1% de la population voyage par avion. Leur aéroport actuel est sous-utilisé. Mais dans ces conditions-là, un pays où 80% de la population n'a pas accès à l'eau, où 70% de leur budget est financé par les bailleurs de fonds étrangers, des dirigeants se permettent d'aller prendre un prêt de 350 millions de dollars pour construire un aéroport. Qui va l'utiliser? Parce que pour eux, c'est pas ça qui compte. La Chine vient vous dire, on vous donne un prêt pour un aéroport, ils disent, youpi, faites-le. Et ils s'en foutent des conséquences. C'est comme si quelqu'un n'arrive pas à s'alimenter, vous lui offrez une nouvelle Mercedes. Il va trouver l'argent où pour acheter le carburant? Comment est-ce qu'avoir cette Mercedes-là va résoudre son problème? Et il ne peut même pas le vendre. Est-ce qu'on vend les aéroports quand on n'en veut plus? Absolument pas. Donc, nos dirigeants ont trouvé en la construction des infrastructures financées par la Chine un moyen de s'enrichir de par la surfacturation, de par la corruption et de par le népotisme. Parce que quand on regarde tous les projets de développement soi-disant qui sont financés par la Chine, ce sont nos dirigeants et les membres de leur famille et les membres de leur cercle c'est à eux qu'on assigne ces projets. C'est eux qui sont toujours les gagnants des appels d'offres. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a de l'argent. C'est comme ça qu'ils se font rapidement des milliards. Et c'est des prêts qu'on prend sur le dos du contribuable et c'est à nous de payer demain. Et qu'on vienne nous dire que sur cette base-là, parce qu'on aurait découvert plus de gisements de tel ou tel dans tel pays et que le gouvernement l'aurait confié à la Chine plutôt qu'à la France ou à l'Angleterre, automatiquement ce dirigeant internationaliste se fout de notre gueule. Aimer son pays ne veut pas dire aimer la Chine, ou aimer la France, ou aimer la Russie, ou aimer l'Inde, ou aimer le Brésil. Mais supposons même que ceux qui tiennent ces arguments-là avaient raison. Supposons même, par impossible, que ceux-ci avaient raison et que Paul Biya serait un patriote. Assumons. À 85 ans, là, quand tu as 85 ans, tu veux faire quoi à la tête d'un pays? Quelle personne possède ces facultés psychologiques, physiques à 85 ans? Pourquoi, après 36 ans au pouvoir, pourquoi Paul Biya, qui aime tellement son pays, n'a pas été en mesure de préparer sa relève, de trouver un Camerounais qui serait capable de diriger ce pays mieux que lui, quand il sait que lui-même, physiquement, il est impotent? Paul Biya est malade, voilà pourquoi il vit en Suisse pour suivre des traitements. Il est malade, c'est un cancéreux. À 85 ans, le vieux ne se rappelle même pas des noms des membres de son propre gouvernement. Il y a des ministres qui ne reconnaissent même pas, qui sont en prison. Et vous voulez nous dire que c'est un vieux comme ça qui va diriger un pays comme le Cameroun, dont plus de 65% de la population a moins de 30 ans, mais c'est se foutre de la jeunesse camerounaise. C'est se foutre de la jeunesse camerounaise que Paul Biya touche du doigt, ou ceux qui le soutiennent touchent du doigt. 10 choses que Paul Biya a réussi à faire pour la jeunesse camerounaise. 10 domaines. Non, 10 même, c'est aller trop loin. 5. Qu'on nous dise 5 choses qu'il leur a fait. Que les Camerounais peuvent dire aujourd'hui que grâce à Paul Biya, nous avons ceci. Tout d'abord, vous n'avez même pas la paix et la stabilité. Au nord, vous avez Boko Haram. À l'est, vous avez les Ambazoniens. Ça, c'est 1. De 2, vous n'avez même pas de route. Le Cameroun a les routes les plus impraticables que moi, j'ai jamais connues en Afrique. Parce que j'y ai été et j'ai vu que personne ne vient me tromper. Ça, c'est 2. Vous n'avez même pas les infrastructures en place. Côté éducation, le Cameroun avait l'un des meilleurs systèmes éducatifs du continent. Aujourd'hui, c'est totalement à terre. Les universités camerounaises ne valent plus rien. Aujourd'hui.
Donc, au niveau de la santé, n'en parlons même plus. C'est dans ce pays-là qu'une femme enceinte est morte avec ses 2 jumeaux dans le ventre et sa sœur a été obligée de les ventrer pour essayer de sauver ses bébés. L'affaire de Monique. Donc, qu'est-ce que Paul Biya a fait pour le Cameroun? Mais ce Paul Biya était en mesure d'envoyer sa fille étudier aux États-Unis, d'acheter une maison qui avait une valeur de plus de 5 millions de dollars. Mais malgré cela, elle a été boutée hors de l'université et elle est retournée au Cameroun pour aller s'inscrire à l'ENA. Ce même Paul Biya était en mesure de s'offrir, comment l'appelle-t-on, tout un étage à l'hôtel Continental en Suisse où il dépense 40 000 dollars par jour. Je ne dis pas par semaine, 40 000 dollars, non, euros. Dollars, c'est encore moins. 40 000 euros par jour pour cet étage qu'il a loué en Suisse. Et c'est là qu'il vit. Depuis quand un président nationaliste vit chez les autres? Et depuis quand un président panafricain vit à l'étranger, c'est-à-dire en Europe? Pourquoi, s'il aime tant la Chine, pourquoi il ne vit même pas en Chine? Au moins, je peux donner l'exemple de Mugabe qui, par exemple, avait tous les bruits que l'on puisse imaginer avec l'Occident. Mugabe, lui, se soignait en Asie. Ses enfants ont étudié en Asie. Paul Biya, pourquoi il vit en Suisse? Pourquoi est-ce que ses enfants sont allés au boarding school en Suisse jusqu'à l'université aux États-Unis avant d'être renvoyés et retournés au Cameroun parce que personne ne veut de tellement ils sont nuls et bêtes? Pourquoi est-ce que Paul Biya n'est pas capable de vivre chez lui? Comment est-ce qu'en 36 ans, il n'a pas pensé à construire ne serait-ce qu'un seul hôpital décent où il puisse suivre ses traitements? Pourquoi il n'a pas confiance aux médecins camerounais? Alors qu'on vient de nous dire aujourd'hui que subitement, tout à coup, brusquement, Paul Biya est un nationaliste, mais vous nous prenez pour des imbéciles. Vous voulez que la jeunesse africaine accepte constamment qu'on la manipule dans cette fausse guerre que les Occidentaux et les Asiatiques se mènent depuis des décennies sur les bases du communisme et du capitalisme. Et c'est toujours nous qui payons les prix. C'est nos dirigeants nationalistes véritables qui sont tués et c'est des imbéciles qui viennent se faire poser comme des nationalistes. Donc, ça veut dire que si demain, après tout ce que nous avons subi sous les Nyasingbe, après tout ce que les Bongos ont fait aux Gabonais, si demain, les Togolais se débarrassent des Nyasingbe, des abrutis imbéciles comme ça viendront nous dire que c'est parce que Faure Nyasingbe se rapprocherait avec la Chine que automatiquement la France ne veut plus de lui. À supposer même que c'est vrai, on s'en fout. Si la France ne veut plus de Biya, on s'en fout. Si la France ne veut plus de Nyasingbe, on s'en fout. Le problème de l'Afrique, le problème de nous, peuple africain, ce n'est pas qui est l'ami ou l'ennemi de la France. C'est qui est l'ami ou l'ennemi du peuple africain. Parce qu'on peut être anti-français, on peut être anti-occidental, mais demeurer un cancre, un dirigeant incompétent et nul. Être anti-occidental et anti-français n'est pas une qualification pour diriger une nation. Ce n'est pas parce que moi, par exemple, je déteste la France et je le dis et je ne le nierai jamais. C'est pas parce que je déteste la France qu'aujourd'hui, subitement, je suis qualifiée pour diriger le Togo. Ma qualification sera jaugée sur d'autres termes, sur d'autres capacités. Le simple fait de haïr un pays pour son passé colonial ou son présent néocolonial ne justifie pas ses compétences à diriger une nation. Alors qu'on ne nous dise pas que tout dirigeant qui n'aime pas la France automatiquement aime son peuple. Non, c'est faux. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont fait ces preuves-là. Qui sont des rigolos et des nullards dans tous les domaines. Ils ne sont ni aimés par l'Occident ni par leur peuple. Et c'est ces gens-là qui jouent beaucoup plus sur la carte de nationalistes. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à offrir. Biya n'a rien à offrir au Cameroun. Et s'il avait quelque chose à offrir au Cameroun, pourquoi c'est maintenant qu'il puisse l'offrir? Pourquoi est-ce qu'on devrait pardonner à Paul Biya les 36 ans de misère qu'il a fait subir aux Camerounais parce que tout à coup, soudain, brusquement, Biya est pro-chinois? Biya est nationaliste. Pourquoi son changement, donc ceux qui étaient nationalistes depuis les années 50 que Biya a aidé la France à tuer là, eux, on ne doit pas leur donner la chance de diriger le Cameroun. Hein. Eux, leurs descendants ne peuvent pas diriger le Cameroun. Leurs enfants ne peuvent pas diriger le Cameroun. Leurs collègues ne peuvent pas diriger le Cameroun. Ceux qui ont résisté à la domination française au Cameroun pendant plus de 50 ans, eux, ils ne peuvent pas diriger le Cameroun. C'est aujourd'hui, 50 ans plus tard, que Biya, lui, il ouvre les yeux, que parce qu'il a ouvert les yeux, on doit rester derrière lui comme des moutons et lui applaudir. Ah, voilà, enfin, le dieu du Cameroun a ouvert les yeux, il est devenu nationaliste. Ah bon? Donc, quelqu'un peut tuer ses frères, aider des étrangers à tuer, mater, piller son peuple pendant des décennies. Et le jour où il ouvre les yeux, on essuie tout, on oublie tout. Mais où est la justice? Où est l'égalité dans cela? Où est la justice dans cela? Donc, il faudrait que les gens comprennent que
Nous ne sommes plus à même d'accepter qu'on nous fasse, qu'on nous fasse passer n'importe qui pour un nationaliste ou un panafricaniste. Ce disque-là, il est rayé. Hein. Parce que la jeunesse africaine a compris quelque chose aujourd'hui. Le nationalisme part d'abord par l'amour pour son nation. Ça passe par l'amour pour son nation. Et l'amour pour son nation, ça passe par assurer que sa jeunesse ait des conditions décentes de vie. C'est très simple. Qu'on ait une jeunesse qui puisse s'éduquer, qu'on ait une jeunesse qui puisse manger à sa faim, qu'on ait une jeunesse qui puisse travailler. Ça, c'est tout ce qu'on demande à nos dirigeants. Mais ils sont incapables de nous fournir ce minimum. Ils sont incapables de nous fournir ce minimum. Et sans nous fournir cela, ils veulent qu'on accepte leur combat, leur soi-disant combat idéologique. Mais Paul Biya, il a quelle idéologie, lui? Il défend quoi? Est-ce que vous l'avez même jamais entendu tenir un discours africain, panafricain, comme on a entendu d'autres dirigeants africains le faire, que ce soit Laurent Gbagbo ou que ce soit Thomas Sankara? A-t-il jamais même parlé de l'Afrique? Mais c'est un égoïste, il s'en fout de tout le monde. Paul Biya n'a jamais aidé aucun dirigeant en Afrique, il n'a jamais aimé. Les seules personnes qui sont ses amis, ce sont les faux dirigeants qui l'aident à rester au pouvoir, c'est tout. Paul Biya n'a aucun sens patriotique et encore moins panafricain. Donc qu'on ne vienne pas ternir la mémoire des héros qui ont combattu pour la libération de ce continent. Qu'on ne vienne pas moquer la mémoire de ces gens-là que Paul Biya et son Aïdjo avaient tués, avaient aidé la France à tuer depuis les années 50. Qu'on ne vienne pas insulter la mémoire de tous ces Camerounais-là que la France a tués pendant des décennies. Et que Paul Biya et son gouvernement ont publicité en nous faisant croire que ce vieux-là, ce vieux qui refuse de mourir là, à 85 ans avec un cancer incurable là, que ce vieux aujourd'hui s'est converti au panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas une religion. Et ce n'est pas à 85 ans qu'on peut se convertir au panafricanisme ou qu'on puisse comprendre le panafricanisme. Si Paul Biya n'a pas été capable de le comprendre quand il a pris le pouvoir dans la cinquantaine, ce n'est pas à 85 ans qu'il aurait compris. Si véritablement même il aurait compris, c'est dangereux pour nous. Ça veut dire que le panafricanisme est une pensée qu'on ne peut comprendre qu'à l'âge là. Quand on est nanogénaire, comme Paul Biya, quand on est en train de mourir comme Paul Biya, attendez, mais le panafricanisme, ce n'est pas l'Alzheimer. Vous ne voulez quand même pas que l'on nous dise que Paul Biya a oublié ce qu'il a fait aux Camerounais, ce qu'il a fait pour servir les intérêts de la France contre les peuples africains. Ce n'est pas seulement le Cameroun seul qui l'a détruit, c'est toute l'Afrique qui l'a détruit. Ce n'est pas aux Camerounais seul qu'il a fait du mal, c'est à tous les Africains qu'il a fait du mal. Donc on ne vient pas nous faire avaler ces couleuvres-là, ça ne passera pas. Il faudrait que les Camerounais refusent d'accepter qu'on leur impose encore une fois ce genre de dirigeants. Le Cameroun mérite mieux et l'Afrique mérite encore mieux que cela. Je vous remercie.